Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. En compagnie de Monsieur Gabriel Rodriguez, nous allons découvrir le musée de la préhistoire de Saint-Pons-de-Thomières. Alors, Monsieur Gabriel Rodriguez, est-ce que vous pourriez nous situer Saint-Pons-de-Thomières ? Tout simplement, Saint-Pons-de-Thomières est à mi-distance de Toulouse et de Montpellier, c'est-à-dire 125 km des deux grandes villes. Et nous sommes surtout à la frontière de deux régions qui sont le Haut-Languedoc et Midi-Pyrénées. Disons le Languedoc-Roussillon, pour être plus précis, et Midi-Pyrénées. Nous sommes également à la frontière des deux départements de l'Hérault et du Tarn. Et depuis toujours, il y a eu donc un particularisme de cette région qu'on appelle le Haut-Languedoc d'à peu près depuis 30 ans. Avant, c'était tout simplement le Languedoc tout court, pour le différencier du Bas-Languedoc. Et l'intérêt de cette région, c'est qu'étant une région de montagne moyenne, mais avec forêt très dense, a été peu prospectée au point de vue archéologique. Et donc, on a eu la chance de découvrir de nombreux gisements vierges. Est-ce qu'on a des informations sur l'implantation de l'homme ici, dans la région de Saint-Pons-de-Thomières ? Bien, justement, c'est un de mes grands sujets depuis à peu près 45-50 ans de recherche. C'est que lorsqu'on a découvert pour la première fois un mobilier tout à fait particulier dans une des grottes de la région qui s'appelle Resplandie, on s'est aperçu que ce mobilier ne ressemblait absolument pas du tout à du mobilier contemporain des zones du Bas-Languedoc, de Provence, de Catalogne. Et cela nous a fait évidemment tilt, et nous recherchions, disons, un point où pouvoir nous rattacher pour savoir d'où venaient ces gens-là, quoi. Or, les seuls endroits où il y avait des sites avec le mobilier, c'est-à-dire les objets identiques, il fallait les chercher dans les Alpes, et en particulier dans les palafites alpins. Qu'ils soient en Suisse actuelle ou en France ou en Italie. Est-ce qu'on a des informations sur le déplacement de ces hommes à l'époque venant des Alpes jusqu'au territoire du Languedoc ? Je m'étais aperçu que dans les fouilles que je pratiquais dans le coin, il y avait, au niveau symponien, puisqu'on finira par y parler de ces symponiens, c'était une couche d'une période humide, climatiquement humide. Et l'histoire de cet exode, entre guillemets, c'était pas un exode type grande migration, c'est qu'aux alentours de 3005-3002 avant Jésus-Christ, il y a eu un changement climatique suffisamment important pour mettre en branle donc des populations qui venaient donc des Alpes, poussées par des gens qui venaient des Balkans. Ce changement climatique est très, très visible également dans les palafites suisses, dans les fouilles que fait Peterkin dans des sites donc alpins. Il y a donc une couche à 2 mètres de profondeur, qui est typiquement donc comme les symponiens, et qui est dénoté justement une augmentation du niveau des lacs de 2 mètres, ce qui a donné comme résultat une étude sur les glaciers. Et effectivement, les glaciers à cette époque-là ont reculé parce qu'il y a eu un réchauffement du climat, un petit peu comme maintenant, et cela a créé une augmentation de 2 mètres du niveau des lacs. 2 mètres sur les gens qui habitent au bord des lacs, puisque les gens des palafites n'habitaient pas qu'au milieu des lacs, fait que soit ils refluaient à l'intérieur des terres, soit ils partaient. Bon, la plupart sont restés sur place en refluant à l'intérieur des terres, et d'autres sont partis. Et se sont arrêtés parce qu'ils ont trouvé un milieu, c'est pas les Alpes, mais qui était un milieu montagnard et surtout inhabité. Les zones de plaine étaient occupées déjà par d'autres préhistoriques, et ils ont continué à circuler. La circulation était lente, et donc ils ont trouvé un pays qui était vierge, où abondance d'eau, abondance de gibier tel qu'on le trouvait dans les Alpes, c'est-à-dire cerfs, sangliers, ce genre de gibier. Et donc ils se sont installés ici. Du fait qu'il n'y avait pas de concurrence, ils ont pu s'étendre et occuper un territoire qui va quand même de la Tête, en Catalogne, jusqu'au Rhône. C'est quand même, et pour ce qui est le nord et l'ouest, jusqu'à Toulouse, dans la région de Toulouse, Albi, Castelnaudary, enfin toute cette zone-là, vous voyez que c'est quand même une zone extrêmement vaste, et qu'on retrouve, si vous voulez, dans le nom de Languedoc. Le Languedoc, c'était à peu près ça aussi. Le Languedoc, le Bas-Languedoc, même si nous on fait partie d'une zone montagneuse de ce Bas-Languedoc. C'est un peu compliqué, mais enfin, c'est cette zone-là qu'ils ont vraiment occupée. Et on en a les traces sur tout ce territoire. On n'est pas tout à fait dans ce qu'on pouvait appeler la Septimanie. Non, la Septimanie, c'est bien plus tard, ce sont les Romains. Là, c'était 3000 ans avant les Romains.
Septimanie, on pourrait en discuter aussi parce que bon, il y a des histoires même politiques aujourd'hui sur la Septimanie, ce qu'il y avait il y a peut-être il y a 2000 ans. Mais si vous voulez, ils sont tout simplement, ils ont occupé un territoire qui était vierge, la plaine était occupée, c'est ce que je faisais à cette époque-là où j'ai découvert ces Saint-Poniens. J'habitais à Agde et je travaillais sur des sites de plaine. Et effectivement, c'était occupé. Il y a une densité de sites de la même époque extraordinaire, quoi, en Bas-Languedoc. Bon, mais ils ont occupé un territoire. Et tant que le territoire était vierge, ils allaient vers le nord, ils ont été vers l'Aveyron. Millau, il y a des sites Saint-Poniens. Alors quelle est la particularité de ces Saint-Poniens? La particularité, c'est que les autres civilisations contemporaines utilisent le matériau le plus utilisé, c'est la pierre sous ses diverses formes, le silex, le quartz, etc. À 95%, tous les outils sont dans ces matériaux-là. Or, les Saint-Poniens, 85 à 90% de l'outillage est en bois de cerf ou en os. Il y a déjà une particularité, le silex est peu abondant, mais il est également particulier, le silex, dans l'armement. Les armatures de flèches que vous pouvez trouver dans toute l'Europe ressemblent toujours à des triangles, c'est la base classique. Or, les flèches saint-poniennes sont asymétriques, c'est-à-dire c'est la moitié du triangle, c'est toujours un triangle. Voilà. Donc, ces flèches asymétriques, on les retrouve où? Dans le Piémont italien et dans les Alpes suisses. Vous voyez, il y a encore un point de migration qui confirme, si vous voulez, le changement climatique, mais dans le matériau qui est utilisé, on retrouve les mêmes formes que dans ce secteur-là. Alors, est-ce qu'on a des éléments sur leur façon de vivre? Est-ce que c'est des gens qui vivaient dans des grottes? Ou alors, est-ce que ce sont des gens qui avaient déjà créé des villages, des maisons? Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y a quelques villages saint-poniens, mais déjà dans la partie d'occupation de la plaine, parce que tardivement, ils occupent la plaine, mais dans leur arrivée, ils ont trouvé des abris tout près, tout fait, et donc ils ont occupé les grottes principales, mais il faut se mettre dans l'idée qu'ils n'étaient pas dans la grotte toute la journée, ils avaient un établissement devant la grotte, mais c'était surtout quand même des pasteurs, des pasteurs-chasseurs. Alors donc, une des particularités encore des Saint-Poniens, c'est que à la même époque, les peuples contemporains, 97 ou 98% de leur activité est consacrée à l'agriculture. Disons que les restes que l'on trouve dans des sites, comme la région d'Agde, à Florensac où je travaillais, on n'a pratiquement pas d'ossements d'animaux sauvages. On a 2 ou 3%, et dans certains sites, aucun. On a des ossements d'animaux domestiques, mais la chasse a pratiquement disparu, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Or, ici, les Saint-Poniens, 35% de leur nourriture carnée est à base d'animaux sauvages. Donc on retrouve, si vous voulez, un petit peu leur environnement qu'ils avaient dans les montagnes alpines, dans les basses montagnes alpines, évidemment pas à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. Alors à l'époque, on utilisait les os de ces animaux pour faire des outils, par exemple, et toutes sortes de choses. On utilisait également le cerf. Tout dans le cerf peut être utilisé. Tous les os, sous forme de poinçons, de ciseaux à tailler, que sais-je, de poinçons, d'armement également. Également, les bois de cerf servent à faire des gaines de hache qu'on retrouve également en quantité dans les Alpes, Ici, c'est une densité de 4 emmanchure ou gaines de hache au mètre carré dans le fouilles, c'est énorme. Et on retrouve d'ailleurs tous les déchets. Donc le cerf est vraiment l'animal roi. Et il y a eu un colloque à Saint-Pons en 1997, où on avait donc une équipe d'Italiens en particulier qui a travaillé beaucoup sur le cerf dans la préhistoire. Et il s'avère que le cerf était également un animal utilitaire qui a été utilisé un petit peu comme le renne, mais disons que comme c'était à la fin de la préhistoire, de suite après il y a eu donc l'invention du cuivre, etc. Et donc on partait déjà dans une autre direction et on n'avait plus besoin de faire travailler le cerf, on a utilisé les bœufs. Mais le cerf a été utilisé pendant à peu près 1000 ans dans les Alpes et jusqu'au premier âge du fer, donc jusqu'à peu près 1000 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ. Et on a les traces dans les parois rocheuses, mais également dans les vestiges trouvés. Et ça, c'est une grosse étude qui a confirmé un petit peu ce que je disais, mais des fois on se paye un petit peu ma tête, on dit, il est fou ce garçon, il invente n'importe quoi. Voilà. Mais c'est que les sites nous parlaient. Alors est-ce que l'on a retrouvé des peintures dans les grottes? Est-ce qu'il y a une expression artistique qui s'en dégage?
Est-ce qu'à cette époque, ces hommes, ces symphoniens commençaient à s'exprimer à travers les peintures, les dessins? On a très peu de vestiges, il n'y a que 3 grottes qui ont laissé des traces de peinture, entre guillemets, sur les parois des grottes. C'est toujours des peintures en noir, faites avec du manganèse. La grotte Resplendia en particulier, où on a des anthropomorphes, qui ont été étudiés d'ailleurs par quelqu'un que vous avez dû interroger, je ne me rappelle plus son nom maintenant, ça me reviendra, dans le Var. Donc il y a des anthropomorphes, qui sont très, très connus, quoi. Il y a également du figuratif avec entre autres un oiseau à plumes, avec une espèce de crête au-dessus de la tête qui est très particulière, donc qu'on retrouve un petit peu dans un oiseau migrateur qui vient ici de temps en temps, nous les ans, qu'on appelle le puppet. Donc qui existait il y a 5000 ans, on a retrouvé des ossements aussi, mais ça va pas au-delà, quoi. C'est un art mineur, c'est pas, disons que c'est vraiment la fin d'un art pariétal que l'on retrouvera après comme art, mais sous forme de statue menhir, quoi. Alors à partir de quand ces statues menhirs apparaissent et pour quelles raisons l'homme a eu besoin de représenter sous forme de statue ce qu'il était? C'est un problème quand même difficile à résoudre, il n'est pas tout à fait résolu encore, hein. Mais là je m'y attache depuis longtemps parce que bon, ça m'a intéressé parce que c'est quand même grandiose. D'abord l'origine des premières statues menhirs. Alors je dis et je continue à dire que le développement dans la statuaire mégalithique monumentale, c'est dans notre région, c'est le Languedoc, ce sont les plus anciennes connues, hein. Sauf une qui est à Lutry en Suisse. Vous voyez, on revient encore à ce passage des Alpes à notre région, donc dans la région de Sion. J'ai fouillé là-bas, j'ai travaillé là-bas, donc je sais de quoi je parle en plus. Au site du Petit Chasseur à Sion, il y a toute une série de statues menhirs de l'âge du bronze, hein, qui sont très très belles et c'est merveilleux. Et puis, après que je sois parti des fouilles 2 ou 3 ans après, on a découvert donc un site sous 6 mètres de profondeur, hein, une statue pas exactement moins belle, mais avec les symboles qu'il y a sur les statues symponiennes, c'est-à-dire une pendeloque poignard, hein, qu'on retrouve ici au musée, une pendeloque poignard avec le baudrier, et puis 5 espèces de cupules, dont on retrouve ici également quelques exemplaires. Voyez, mais le développement, c'est ici, puisqu'actuellement on est en Languedoc, on en est à 55 statues menhirs, ce qui est énorme, quoi, et 27 proto-statues menhirs. Et c'est là où je voulais en venir, puisqu'on avait parlé de la peinture, et puis on passe tout d'un coup à ces monuments. Or, les premières statues menhirs que j'appelle proto-statues menhirs étaient des monuments exactement comme les statues menhirs, bien piquetés, bouchardés, les mêmes formes, mais il n'y a rien de gravé. Or, mon hypothèse, que j'ai écrite d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est qu'elles étaient peintes. Et ce n'est pas une hypothèse lancée en l'air, tout simplement dans les pays chauds, entre autres l'Espagne, où il y a également des statues menhirs, on trouve des statues menhirs dans les dolmens qui sont enterrés et où la peinture s'est très bien conservée. Comme à Sion d'ailleurs, et dans le Petit Chasseur, mais qui sont plus tardives. Hein. Mais celles d'Espagne sont contemporaines de celles de notre région et elles sont peintes. Alors, mon hypothèse, et j'achève avec ça, c'est que donc, dans un premier temps, on a fait des anthropomorphes qui étaient peints, avec tout ce qu'il pouvait y avoir par la suite, et que, du fait que c'est un pays quand même extrêmement humide, nous sommes la région la plus humide de France, avec les Ardennes, la peinture ne tenait pas. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que l'idée de graver quelque chose qui ne partira pas avec la pluie est venue. Et donc, on avait certainement peut-être le même dessin gravé que ceux qui pouvaient être peints. Voilà, c'est une hypothèse de travail. On fait des recherches actuellement pour voir si on ne voit pas des pigments. Mais le malheur chez nous, c'est que les statues menhirs sont toujours trouvées au cours de la bourre. Bon, les paysans qui les trouvent au départ ne savent pas trop ce que c'est, les mettent de côté. Bon, s'il est resté un fragment de pigment, il a disparu, quoi. Hein. Et on a fait un prélèvement il y a 3 semaines avec un spécialiste de Toulouse, qui s'appelle M. Servel, pour savoir s'il restait, bon là, malheureusement dans la dernière découverte, hein, on n'a rien trouvé. Mais si vous voulez, on est dans la recherche. Je ne dis pas qu'un jour on ne trouve pas. Est-ce que par rapport à ces statues menhirs, on a des informations sur les rites, sur les coutumes de ces hommes? Moi, mon hypothèse, pour ce qu'elle vaut, ce qu'il y a de certain, c'est que les premières statues menhirs symponiennes sont masculines. Ça, c'est une chose. Donc, c'est le patriarcat, entre guillemets, qui est à l'ordre du jour à ce moment-là. Au cours du temps,
ça dure à peu près 1000 ans, hein, le régime ou la religion des statues menhirs. À un certain moment, il y a des statues menhirs masculines qui sont féminisées en enlevant le symbole masculin, qui est le fameux objet, la pendeloque poignard, que j'appelle, et ou la hache marteau, qui est gravée entre autres dans celle qui est là, dans le musée, vous la verrez tout à l'heure. Et donc, si vous voulez, il y a un respect d'un chef, religieux ou civil, hein, ça on ne le sait pas, hein, on ne le saura peut-être jamais, parce que les indices, les statues menhirs ne sont jamais trouvés dans un site d'habitat. Dans notre région, hein. Ailleurs, oui, mais pas chez nous. Ils sont toujours isolés, donc, à mon avis, ils sont liés aux pasteurs et aux chasseurs. Parce que, bon, en même temps qu'ils baladaient leurs troupeaux de moutons, ils pouvaient chasser, puisque bon, c'est le pays par excellence du cerf à cette époque-là, et entre autres du sanglier, mais je pense que c'était plutôt le cerf qui était leur gibier de choix sur la partie, sur le sommet, sur le plateau. Sur les autres versants, bon, il y a le sanglier qui rôde et qui est plus facile à chasser, quoi. Donc, si vous voulez, la symbolique, bon, c'est un chef, c'est indiscutable, religieux ou civil. Bon, ça on ne le saura peut-être jamais, peut-être un jour, même je ne crois pas. Et à un moment donné, il y a le culte de la déesse mère qui revient, et donc on féminise des statues masculines. Donc là, on passe au matriarcat. Mais cette période-là dure peu. Dans notre région, je parle, dans la région de Rodez, c'est un petit peu différent. Hein. Les Rodésiens, c'est différent. Hein. Donc, on martèle les seins qu'on a gravés, et à la place, on grave un objet mâle qui est une hache. Et on voit tout ça est gravé dans les statues menhirs, pas dans doute évidemment, hein, mais celles qui ont subi des modifications, c'est très clair, il y en a certaines, on les a toutes les deux ici, les plus claires, quoi, à ce niveau-là, dans le musée, c'est ça, quoi. Hein. On passe donc, alors, dans l'évolution également, donc on passe d'abord des statues non gravées, qui étaient peut-être peintes, aux statues gravées masculines, toutes simples, il n'y a que la pendeloque poignard, la ceinture et le baudrier, pas de visage encore. On passe à un autre stade, tout ça c'est écrit, hein, à un stade où il y a tout ce que je viens de dire, plus le visage, parfois une hache. Hein. Bon, les jambes existent parfois, d'autres non. Et le visage, lui, n'a jamais de bouche, sauf 2 ou 3 cas particuliers qui se trouvent d'ailleurs dans l'Aveyron, et pas dans le Haut-Languedoc. Voilà, si vous voulez, en gros, bon, c'est lié à un culte, le culte de l'eau peut-être, parce qu'on les trouve toujours toutes liées, avec un lien avec les rivières ou les ruisseaux, ça c'est, ou les sources. Ils sont toujours très près. Jusqu'à présent, bon, sauf il y en a quelques-unes qui ont été déplacées. Mais la dernière découverte, celle de Couffigny, à 20 km d'ici, c'est le cas vraiment typique. C'est sur un mamelon qui est relativement plat, entouré par un grand cirque, où on a une vue extraordinaire sur le pic de Nord qui est à 30 km. Et elle est entre deux ruisseaux importants, qui sont des ruisseaux pérennes, qui même en été coulent beaucoup, et qui aboutissent à la Goutte, qui est quand même une des plus grosses rivières, des plus gros affluents du Tarn, donc de la Garonne. Voilà, ce sont les 55, sur les 55, il y en a 50 qui sont dans ce cas-là. Eh bien, je vous propose de marquer un temps d'arrêt sur Fréquence Évasion, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants, toujours au musée de la préhistoire à Saint-Pons-de-Thomières. À tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la radio du soleil. En principauté de Monaco, plus de 3 régions. L'évasion dans le Grand Sud, en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Info, musique et détente. Le soleil du Grand Sud sur Fréquence Évasion et l'info sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Nous sommes de retour toujours à Saint-Pons-de-Thomières au musée de la préhistoire en compagnie de Gabriel. Nous essayons de comprendre justement la vie de ces hommes à cette époque, la vie des Saint-Poniens. Alors revenons aux statues menhirs. Est-ce qu'on sait qui construisait ces statues menhirs et pourquoi? Est-ce qu'il y avait des rites? Est-ce qu'il y avait des symboles?
Est-ce qu'on a des informations justement sur ce mystère qui tourne autour des statues menhirs? Alors ça c'est un début de nos recherches. On a l'idée de représentation, elle est la même sur un territoire très très vaste, donc c'est tout le Haut-Languedoc. Mais on n'a pas trouvé de statue avec un travail identique. C'est-à-dire si par exemple on fait la ceinture et la plaque de ceinture, la plaque de ceinture la plupart du temps est différente. On est toujours dans le sens rectangulaire ou ovaliforme, mais parfois carré, mais en bobine également. Donc si vous voulez, on a 4 ou 5 sortes de types de plaques de ceinture. Il n'y en a aucune d'exactement pareille. Alors est-ce que c'est lié au fait de la roche, hein, puisque les statues elles vont de 80 cm à 3,60 m, 4,50 m même, ce sont énormes, quoi. C'est des gros monuments. Et on a un cas, enfin 2 cas, la géante, j'appelle la géante de la Cône, qui a un autre nom, hein, qui fait donc 4,50 m, et on a trouvé il y a peut-être 8 ans une autre qui fait 80 cm, qui a exactement la même forme, pour les mêmes gravures, mais qui est minuscule quoi, par rapport à l'autre. Elle fait 30 ou 40 fois le poids et le volume, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'il y a, si vous voulez, un artiste qui était dans le coin, et d'autant plus qu'on sait que ça a duré à peu près 1000 ans. Est-ce que pendant 1000 ans on a élevé des statues menhirs? Mais ce qu'on sait, c'est que pendant 1000 ans au moins on les a adorées ou elles avaient leur utilité, hein, je vous dis bien religieuse ou politique. Ça c'est une certitude. Et quand elles ont disparu, une bonne partie des statues menhirs a disparu, elles ont été abattues par un nouveau peuple. On retrouve ça en Bretagne, hein, et elles sont abattues toujours la face contre terre. C'est-à-dire toutes les statues que nous trouvons, que trouvent les paysans, hein, quand on leur parle, on voit toujours le dos abîmé par la charrue, rarement la face. S'il est abîmé la face, c'est quand ils l'ont sorti. Alors on pourrait dire que ces hommes qui ont construit ces statues menhirs auraient été chassés par des peuplades pour des raisons religieuses? Une peuplade a toujours une religion, ou entre guillemets une mini-religion, c'est-à-dire que sur une région, il y a des peuplades qui vont vivre pendant 1000 ans dans un coin, qui apportent avec eux ce qu'ils avaient antérieurement, et qui essayent de l'imposer aux gens qu'ils remplacent ou qu'ils massacrent, ça ne le sait pas. Hein. Et donc, on a bien cette impression-là qu'on impose un nouveau rite, et le rite antérieur n'est pas supportable, et donc on abat les statues, toujours la face contre terre, donc c'est vraiment voulu. Ou décapiter, c'est-à-dire qu'on décapite la partie supérieure, qui est la partie la plus importante d'un homme, quoi. Alors on disait tout à l'heure que ces hommes sont partis vers la plaine. Est-ce que c'est pour coloniser un autre endroit, ou c'est parce qu'ils ont été chassés? Oui, je pense que il y a eu une évolution entre les Semponiens et ce qu'on appelle les Vérasiens, qui est situé plutôt de l'Aude à Toulouse, vers la Garonne. Vous voyez, ça c'est la frontière étant Carcassonne, Narbonne, etc. Et où il y a un mélange de Semponiens et de Vérasiens. Pour moi, c'est des Semponiens finissants, hein, parce que c'est à peu près le même matériel, mais qui diminue en quantité. C'est l'apparition du cuivre. Donc, les gens du cuivre viennent d'ailleurs, et c'est indiscutable, même si on a trouvé des exploitations de cuivre dans nos régions, entre autres Cabrières, hein, qui est très important. Mais bon, au départ, ça vient quand même de l'extérieur, sous forme de bibelots, perles ou des choses comme ça, on ne va pas au-delà de ça. Un poignard, on a trouvé ici, mais vraiment un cuivre, quasiment pur. Le bronze, bien après. C'est à ce moment-là, qu'il y a vraiment, c'est la fin vraiment de ce monde-là, mais c'est la fin du monde partout ailleurs, c'est-à-dire de ce monde de la pierre. Les gens, les couronniens de Provence, les ferrériens de Nîmes et de Montpellier, les arténaciens de Bordeaux et de Toulouse disparaissent également, hein, dans la même façon par une civilisation qui est encore néolithique, mais où il n'y a pratiquement pas d'outils fins. On sent que c'est vraiment une décadence. Actuellement, il y a une étude qui se fait. Je ne peux pas tellement en parler parce que je la reconnais mal, mais il y a eu quelques lignes qui ont paru dans le bulletin de la Société préhistorique française, où il y aurait eu quand même une épidémie, c'est-à-dire cette épidémie aurait été due au changement de nourriture d'autres 1000 ans avant. C'est-à-dire on est des consommateurs de viande, quelques végétaux mais très peu, et tout d'un coup, grâce à l'extension de l'agriculture, hein, qui vient du Tibre et de l'Euphrate, on passe donc à une nourriture qui est totalement différente, qui est plus facile évidemment à réaliser,
Mais dans le corps humain, certains l'ont assimilé, et puis il y a une bonne partie qui ne l'ont pas assimilé, un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On peut avoir des problèmes dans quelques années. Et donc, l'étude est en cours. Ce qu'on croyait que dans les dolmens, c'est surtout là qu'ils se sont basés, à Véronée et ailleurs, quoi, ou dans les grottes sépulcrales, on trouvait parfois 1000 squelettes à la grotte du Pas du Joulier. Or, ces 1000 squelettes n'ont pas été mis pendant 1000 ans, mais dans une trentaine d'années. Donc ça suppose vraiment une mortalité énorme due quand même à quelque chose de particulier. Or, d'après les os, et puis je crois qu'il s'appelle M. Pi, non 2D, qui est un Montpellier, mais qui est à Bordeaux actuellement, et qui, je pense, va développer davantage son... Vous voyez, ça... et puis il reste évidemment quelques types qui font comprendre la décadence d'un pays où la population a été décimée, quoi. Ça, c'est des recherches actuelles, quoi. Mais c'est pas personnellement que je les fais, quoi. Ici, dans le sud de la France, nous sommes une des régions les plus fournies en dolmens. Est-ce qu'on a une explication, justement, du fait qu'on ait autant de dolmens? Alors, c'est curieux. Justement, chez nous, il n'y en a pas. La région du Languedoc, il n'y a que 2 ou 3 dolmens. Pour l'immensité, le nombre de dolmens, c'est à partir de la zone de l'Odève et de l'Odévois. La région de Nîmes, Montpellier, le nord de les Garrigues, etc. L'Aveyron, et puis on se retrouve vers toute la France, quoi. Or, notre région, on ne connaît que 2 petits dolmens et puis un caisson à côté de Saint-Pont, et un dolmen qu'on a trouvé tout en ruine sur le plateau. C'est tout. Les morts sont dans les grottes sépulcrales, ou enterrés directement en terre. Là, on n'en a pas trouvé, mais c'est les grottes sépulcrales, la grotte du Pas du Joulier, la grotte de Resplendy, et d'autres grottes, des puits funéraires avec des centaines de morts, quoi. Vous voyez que c'est une région tout à fait particulière qui est liée quand même, je crois, à ce groupe culturel qui vient des Alpes. Dans les Alpes, on ne trouve pas beaucoup de dolmens non plus. On en trouve 1 ou 2, mais ils sont vraiment rares. Voilà, vous voyez que c'est tout à fait particulier. Alors les Saint-Poniens s'exprimaient par la stratigraphie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une superposition de sédiments laissés donc par des hommes préhistoriques. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout de trouver des Saint-Poniens en stratigraphie, puisque dans notre région, toutes les grottes que nous connaissons jusqu'à présent, il n'y a que du Saint-Ponien. Donc, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais on ne pouvait pas dire s'ils étaient préhistoriques ou si c'était des gens attardés et qui vivaient à l'époque romaine. C'est exagéré, mais c'est ça. Or, la grotte de Campravo, qui est à 20 km d'ici, pas tout à fait, domine toute la plaine. Donc, si vous voulez, c'est au-dessus de Saint-Chinian. Si vous voulez, s'il y avait un endroit où il pouvait y avoir un contact entre les gens de la plaine et les gens de la montagne, ça pouvait être là. Bon, c'était un hasard. Il fallait que... j'ai commencé à faire un sondage et j'ai commencé à trouver donc des gens de l'époque du bronze ancien, puis dessous, ce qu'on appelait les inconnus de l'ordre, qu'on appelait les Vérasiens, et à 2,50 m de profondeur, j'ai trouvé des niveaux Saint-Poniens. Or, j'ai trouvé ce que je cherchais, quoi. Et j'étais bien content, mais comme il y avait toujours des sédiments, j'ai continué à descendre, et sous ces Saint-Poniens, il y avait des chasséens. Les chasséens, c'est ceux qui ont occupé pratiquement toute l'Europe de l'Ouest pendant un millénaire. On les trouve partout, et j'ai 3 niveaux de chasséens. Or, le hasard voulait que, quand je fouillais la grotte de Camprafo et le niveau chasséen, je fouillais un village chasséen dans la région d'Arc de Florensac, avec un village d'environ 60 cabanes. C'était un gros village. Alors, dans ce village de Bardassac, ça s'appelle comme ça, je trouvais donc tout le matériel agricole, c'est-à-dire entre autres les meules, qui prouvaient qu'on cultivait du blé, etc., etc. Pas du tout d'animaux sauvages, le mouton et le cochon, un peu de bœuf, c'est tout. Or, les mêmes chasséens qui vivaient dans la montagne, on n'a pas trouvé une seule meule dans la grotte de Camprafo, pas une seule meule, pas un seul grain carbonisé. Donc, si vous voulez, ils étaient adaptés à leur environnement. Ici, ils n'avaient pas besoin à la limite de faire une culture où ils pouvaient s'en procurer du blé ou autre avec des échanges dans la plaine. On n'a pas trouvé de ces traces-là, ou simplement c'était des chasséens qui migraient en été, qui faisaient la transhumance, qui s'installaient dans la grotte parce que c'était un très bel abri, quoi. Ce qui est, je crois, le plus probable. Et donc, si vous voulez, chez nous, jusqu'au Saint-Ponien, il n'y a pas d'agriculture. Les chasséens la pratiquaient chez eux dans la plaine, mais là où ils allaient en transhumance, mais ils ne trouvent pas de traces parce que ils amenaient ce qu'il leur fallait certainement. La farine est déjà toute prête, peut-être, je ne sais pas, même fait, ça on ne peut pas le trouver en fouille, du moins à l'époque où je fouillais. Donc, comme il y avait toujours des sédiments dans la grotte, sous les chasséens, j'ai trouvé un groupe culturel, un matériau
qui ne correspondait pas à ce qu'on connaissait non plus. Vous voyez, c'était un petit peu... Comme depuis, on a trouvé dans la région des Pyrénées, qu'on appelle le Mont Bolien, de à 6 mètres de profondeur, sous ce cardial d'hommes décorés, ce sont des tessons décorés, j'ai trouvé de la céramique inornée datée de 8000 ans. Or, à l'époque, les plus vieilles datations étaient connues donc, dans le Frat, entre le Frat et le Tigre, en Irak actuel, le croissant fertile. À l'époque, les datations, c'était 8000 et 8005. Or, ça paraissait quand même curieux qu'il y ait chez nous une céramique datée de 8000, quoi. Or, honnêtement, là, on m'a pris pour un fou. On a dit que c'était des lapins qui avaient dû descendre les tessons supérieurement, mais curieusement, il n'y avait aucun tesson décoré, c'était tous des tessons lisses. Bon, j'ai présenté ça au congrès mondial de préhistoire à Nice en 1976. Bon, on ne m'a pas tellement cru, on s'est servi de comprendre, on ne m'a pas cru. Hein. Mais je connaissais plusieurs sites en Europe de l'Ouest qui avaient la même céramique et qu'on ne publiait pas parce que les gens n'osaient pas, hein, parce que c'était des professionnels. Moi j'étais amateur, il y avait donc une grotte à Font-Juvenal, c'était Jean Guilaine qui l'a fouillé. Vous voyez que ça vient de ses premières fouilles de Guilaine. Aujourd'hui c'est un grand monsieur, et un grand ami d'ailleurs. Et il avait un niveau sous le cardial, pareil, hein, qui était non décoré, mais il n'avait pas voulu le publier. Je connaissais une grotte par quelqu'un qui fouillait en Espagne, en Catalogne, je ne me rappelle plus, l'Espluga, ça s'appelle la grotte de l'Espluga, où le bonhomme avait 2 ou 3 niveaux de néolithique ancien daté de presque 8000 ans, mais il ne voulait pas le publier parce que bon, il était sous la coupe de Guilaine, bon, ils n'osaient pas. Et j'avais quand même en Espagne, dans la province de Cuenca, un ami qui s'appelle Rodrigo Balbin, qui fouillait la grotte de Berdelpino, où il trouvait la céramique comme à Cambrafo, datée de 8000 ans. Bon. Donc je suis à Nice, mais enfin, je ne suis pas seul. Je sais qu'il ne le publie pas. Celui de Berdelpino, alors on a dit Rodrigo, moi c'est Rodriguez. Rodrigo, bon, les fouilles qu'il pratique, bon, ne sont pas stratigraphiques, c'est faux, c'était des fouilles très très bien faites également. Et donc, on avait déjà des sites. Aujourd'hui, il y a peut-être 50 sites avec cette céramique-là. Mais les sites irakiens ont quand même reculé en âge, puisqu'on a la céramique des dates de 9000 ans, 9500 ans. Hein. Parce qu'ils disaient c'est pas possible qu'en peu de temps on ait amené, disons, une invention si importante et si rapide. Or on sait qu'aujourd'hui, on circule en barque à cette époque-là, qu'à Basile en Corse, il y a la céramique datée de 8500 ans, qui correspond à la même que celle de Cambrafo, et même décorée. Donc, si vous voulez, ce n'était pas un mythe ou une invention de Rodriguez, c'était une réalité, bon, mais qui n'était pas encore mûre et qui est aujourd'hui, quoi, voilà. Eh bien, Gabriel, nous parlerons de proto-histoire dans quelques instants. On marque une pause sur Fréquence Évasion. À tout de suite. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour à Saint-Pons-de-Thomières, dans le Haut-Languedoc, et nous sommes au musée de la préhistoire en compagnie de Gabriel. Nous parlons justement de ses recherches sur les Saint-Poniens. Alors, Gabriel, on pourrait parler en quelques mots de proto-histoire. Bien, donc, je n'ai pas parlé jusqu'à présent de la source du genre, mais il est vraisemblable que si les premiers Saint-Poniens se sont arrêtés dans le coin, c'est tout simplement parce qu'il y avait quand même cette source pérenne, qui est l'une des plus importantes du secteur, qui est d'abord dans un site magnifique, mais qui était inhabitable, puisque bon, l'humidité est toujours à pratiquement 95 ou parfois 100 degrés hygrométriques, et donc pendant tout le néolithique, du moins la fin du néolithique à l'époque saint-ponienne, bon, ils ont choisi des cavités qui étaient exposées au soleil pour vivre mieux, ce qui s'explique. Il n'est pas dit qu'autour de la source du jour, il y ait des habitats, mais comme la ville de Saint-Pon est construite dessus, un jour on en trouvera ou on n'en trouvera pas. Mais plus tard, à partir des invasions de la fin du bronze, c'est-à-dire aux environs de 900-850 avant notre ère, les habitats de cette période se multiplient dans nos régions, en particulier dans la plaine, très peu dans la montagne, mais ça existe puisqu'on a ici le site de Malvieux, qui est un habitat fortifié qui se trouve à 2 km de Saint-Pon et qui a fourni le même matériau que la source du Jord. Donc, à cette époque-là, la source du Jord, non habitable, est quand même devenue un sanctuaire. On peut quand même passer peut-être une journée, 2 journées, mais pas y vivre en permanence. Et on a trouvé donc des petits foyers
et il doit y avoir beaucoup de céramique, et entre autres, un cercle composé de 6 foyers de 20 à 25 cm de diamètre et 20 à 25 cm de profondeur, avec au centre un foyer encore plus petit, d'environ 15 cm de diamètre, avec une statuette zoomorphe représentant un protée. Et c'est ça l'intérêt, si vous voulez, justement, des sanctuaires, on en trouve un peu partout, dans des grottes, en particulier dans le Var, mais un sanctuaire avec un protée, on sait que le protée est un animal souterrain des Balkans, on n'en trouve pas du tout ici, ici on les élève dans le laboratoire de Moulis, mais il n'y en a pas dans les grottes, donc c'était apparemment des gens qui venaient des Balkans, et c'est vrai que c'est l'époque des grandes invasions de l'Est, qui se succèdent, que plus tard on appellera la civilisation des Champs d'Urne. Donc toute la plaine languedocienne en est fournie, la plaine de la Goutte dans la région de Castres également. Et le Jord, donc, encore par le spectaculaire du site, a fait que bon, c'était une source, on a toujours plus ou moins utilisé des sources, bon, à des fins utiles, mais comme c'est utile, c'est sacré. Et donc, c'est devenu un sanctuaire. Ça a duré à peu près 40 à 50 ans, puisqu'après, il n'y a plus de traces disons, d'occupation de la cavité. Alors, l'intérêt du Jord, c'est surtout d'être un sanctuaire qui continuera par un sanctuaire de l'époque gallo-romaine. Donc, là, un des monuments se trouve à la mairie de Saint-Pons actuellement. Il sera succédé par une église, l'église Saint-Martin du Jord, qui est aujourd'hui abandonnée, dans laquelle on a trouvé des traces de la première église carolingienne. Donc jusqu'en 1700, elle a été d'actualité, et les fouilles ont prouvé évidemment qu'il y avait en dessous de l'église carolingienne encore des traces d'habitat ou de sanctuaire gallo-romain. Puisqu'on a trouvé la céramique sigillée à 2 mètres de profondeur du plancher de l'église, et on n'a pas pu aller fouiller plus bas parce qu'il y avait de l'eau évidemment. Et bon, c'est pas moi qui me suis occupé alors de ces fouilles-là, ça sont un peu plus anciennes, et les personnes qui l'ont fouillé sont décédées, en laissant un peu de traces écrites, mais enfin je les ai publiées il n'y a pas longtemps. Mais donc, si vous voulez, c'est quand même le cœur de Saint-Pons, peut-être presque le cœur du Haut-Languedoc. C'est là où se sont arrêtées toujours les populations. Et il fallait pourtant qu'elles fassent toujours un détour, parce que la vraie vallée, le grand axe, le secondaire qui double la voie méditerranéenne, c'est la route, donc la vallée du Jord, la Salès, le Toré, la Goutte, jusqu'à Castelnaudary. C'est ça le grand axe qui, pendant longtemps, a été utilisé en axe secondaire, parce que l'axe principal, entre autres la voie Domitia, bon, en période de mauvais temps, était quand même difficile, et en plus également était plus dangereuse à défendre quand il y avait des périodes troubles. Alors que cette voie de montagne, et on la voit d'ailleurs sur une carte en relief, c'est très net ce sillon. Or, il fallait quand même faire un petit détour pour venir au Jord. Alors Gabriel, revenons au musée de la préhistoire ici à Saint-Pons-de-Thomières. Il y a plusieurs salles à visiter avec différents thèmes. Vous organisez également des visites commentées, je crois. Évidemment, des visites commentées pour les scolaires ou pour d'autres s'ils le veulent. On fait également des visites de sites, surtout des statues menhirs. Alors évidemment, ça demande une journée complète, parce que ça fait quand même un circuit assez important. Et donc, hier, j'ai eu un appel d'une école pour faire la visite, passer la journée, le musée, les statues menhirs. Ça, c'est notre boulot. Mais dans le futur musée, ça sera beaucoup plus développé, puisqu'il y aura une salle consacrée entièrement aux scolaires pour qu'ils puissent eux-mêmes faire du dessin, faire de la gravure, faire taille du silex, etc. Mais ici, on ne peut pas, puisque le musée n'a pas les dimensions voulues, quoi. Alors aujourd'hui, que faut-il retenir de l'héritage laissé par les Samponiens ? L'héritage, c'est de comprendre qu'un pays, si difficile soit-il à vivre, intéresse toujours l'homme, à divers moments des siècles et des millénaires. Et Saint-Pons, je l'ai écrit là, ça aussi, ou je l'ai souvent dit, est tout à fait particulier. Il a vécu sous forme de grands événements, mais qui souvent ne durent pas longtemps. Donc on a eu les premiers habitants dans ces Saint-Poniens qui sont particuliers, donc ils ne sont pas du tout comme les contemporains l'on trouve ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande migration. Il y a également quelque chose de très important dans un pays qui est quand même dur à vivre, c'est donc l'implantation d'une abbaye.
Ce qui est quand même très important parce que cette abbaye a été d'une étendue extraordinaire puisqu'elle a étendu ses terres jusqu'en Aragon et en Catalogne, espagnole je parlais. L'abbaye de Saint-Pierre-le-Vieux à Huesca, c'est les moines de Saint-Pons qui l'ont créée. On a sorti un bouquin dans le cadre du musée il y a quelques années où on relate cette histoire de l'abbaye. Saint-Pons a bénéficié également pendant 3 siècles d'un évêché. Alors que bon, Saint-Pons, c'est vrai, c'est quand même petit, quoi. On a eu un pape originaire de Saint-Pons. On a eu un roi, le roi Ramire, qui était roi d'Aragon, qui a été roi d'Aragon presque par force, mais qui était un des moines de Saint-Pons, envoyé par son père, le roi Ramire I d'Aragon. Étant donné que ses 2 frères sont morts au combat, on est venu chercher le moine Ramire, qui est devenu Ramire II d'Aragon, pour être roi d'Aragon. Et tant qu'il n'a pas procréé, on l'a pas lâché. Or, c'était un type, évidemment, ça devait être difficile, il était moine, bon, même si à l'époque les moines faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, et bien, c'était vraiment un homme très pieux, et donc il a été roi d'Aragon, et une fois qu'il a procréé, bon, il a abandonné le royaume, il est retourné à ce qu'il devait être, quoi, être un religieux, et bon, je n'irai pas maintenant expliquer toute l'histoire, mais on remonte à l'histoire de France à travers ce roi Ramire, puisqu'il a eu une fille qui a été mariée. Enfin bon, là, j'explique pas tout ça, c'est pas tout à fait mon domaine, mais enfin, c'est quand même donc quelque chose d'extraordinaire. Puis donc, il y a eu donc un pape qui a peut-être jamais mis les pieds à Saint-Pons, mais enfin, qui était l'évêque de Saint-Pons. Puis bon, il y a eu un grand creux, avec la Révolution, etc. Et puis on a choisi Saint-Pons comme siège, comme capitale du parc naturel du Languedoc. Si vous voulez, il y a des grandes périodes et puis après de grands creux. Et à croire que même en préhistoire on le retrouve, puisque bon, après les Saint-Poniens, dans le Saint-Ponien propre, il n'y a pratiquement rien. Il faut attendre presque 2000 ans pour les premières invasions donc, du premier âge du fer qui viennent des Balkans, quoi. Vous allez nous rappeler, Gabriel, le numéro de téléphone du musée. C'est le 04 67 97 22 61. Eh bien, Gabriel, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion. Nous étions au musée de Saint-Pons de Thomières, au musée de la préhistoire, je le précise. Une visite s'impose. À très bientôt pour une autre balade dans le Haut-Languedoc. Fréquence Évasion.